Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. La naïveté est une notion ambiguë. Elle n'est plus franchement valorisée, elle passe davantage pour un défaut, une insulte. Peut-être parce que l'ingénuité de Candide nous a déjà tous habitués à confondre naïveté et bêtise depuis quelques centaines d'années. Peut-être parce que l'ironie est reine désormais et que la naïveté s'y marie mal. Qui veut être le type qui dit que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles ? Avant Voltaire, pourtant, la naïveté était perçue comme une forme de sincérité, d'innocence. Dans les évangiles, par exemple, ou dans les essais de Montaigne. Et si l'on essaie de se souvenir de cette perception-là, on s'interroge. N'est-elle pas encore la seule qualité qui permette une confiance totale et donc une rencontre réelle ? Si vous ne faites pas preuve d'un tout petit peu de naïveté dans votre quotidien, dans vos relations, dans vos voyages, pouvez-vous vraiment sortir de vous-même ? Et la naïveté n'est-elle pas seulement le nom que l'on donne à un acte de confiance une fois qu'il a été bafoué, une fois qu'on a eu tort ? Vous écoutez Transfert, et aujourd'hui voici l'histoire de Tucker, un épisode signé Élodie Font. On est en 2014, j'habite à Castelnau-de-Montmiral en France et j'ai mon copain américain qui va venir dans un mois s'installer avec moi à la campagne. Et avant de faire ça, j'avais envie de faire un dernier voyage tout seul pour célébrer ma liberté de célibataire. Je pars pour 2 semaines en Italie, en commençant par Venise pour 4 jours. Voilà, je sais qu'on y mange extrêmement bien, c'est un pays où les gens sont joyeux, et donc je suis allé aussi pour ça. Puis je connaissais pas du tout Venise, je connaissais seulement Rome, un peu Florence, donc j'avais envie de découvrir d'autres parties de l'Italie, le nord surtout. Donc en 2014, en mars 2014, j'ai prévu ce voyage d'aller à Venise tout seul pour me balader, errer, voguer, découvrir, manger, boire, etc. C'était assez compliqué de trouver un hébergement. Avant de partir, j'ai regardé beaucoup sur Couchsurfing pour essayer de trouver des logements un peu à droite à gauche pour justement me permettre de découvrir d'autres personnes, d'autres paysages. Et au final, c'est un jeune italien de peut-être, je pense, 18 ans qui me propose de m'héberger chez lui. Voilà, évidemment gratuitement, c'est Couchsurfing. Je lui dis, bon, je vais passer la journée, j'arrive le matin, je passerai la journée dans le centre-ville et puis on se retrouvera le soir. Je me balade partout à Venise, j'essaie de trouver les coins les moins touristiques possibles. Je me balade avec mon appareil photo argentique. J'aime beaucoup manger, donc je trouve une adresse, très 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 bonne adresse, qui s'appelle la Zucca, ce qui veut dire la courge. J'y vais à midi, c'est plein. Ils me disent peut-être à essayer à 3h, à 15h. Donc j'y retourne. Et là, on me donne une table au fond, tout seul. Et je commence à manger. Puis il y a un homme qui vient s'asseoir à côté de moi, sur la table juste à côté, avec un petit sac isotherme et plein de bouteilles de vin dedans. Et moi qui aime bien le vin, je regarde ça et je me dis, tiens, ça c'est peut-être quelqu'un qui connaît le vin, qui vend le vin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai très envie de parler avec cette personne. J'ose pas lancer la discussion, je vois qu'il est assez ami, en tout cas il connaît bien les propriétaires du restaurant, donc je suis à côté, je mange, je suis un peu une mouche sur le plafond. Au bout d'un certain temps, je pense que j'en suis presque au dessert. Et là, un homme très différent de celui qui était à côté vient rejoindre cette personne juste à côté. Et là, pour le coup, c'est un homme qui est très engageant, très engagé aussi socialement avec tout le monde, à la fois les clients du restaurant, les propriétaires, l'homme qui avait le sac isotherme plein de bouteilles de vin, moi qui avait soif d'une rencontre, qui avait soif d'être pris un peu dans le tourbillon social avec cette personne à côté, les propriétaires, etc. Là, je suis servi par ce monsieur qui m'embarque tout de suite dans la conversation, qui parle tellement vite que moi qui
parle bien italien, mais pas complètement, et surtout qui parle pas vénitien du tout, le dialecte local. Je comprends peut-être un dixième de ce qui est dit, ou un cinquième, pour être généreux avec moi-même. Mais en fait, je suis surtout heureux que quelqu'un me parle. Il me sert des verres bien chargés de ses vins blancs. Et il me parle de toutes sortes de choses, de lui, son travail en tant que vigneron de vin nature. Et puis celui qui était en face, il se trouve, c'était un vendeur de vin, un vendeur de son vin. Et donc, ils sont là pour faire goûter aux propriétaires de ce très bon restaurant leur vin pour qu'ils en achètent. Au bout de moments, ça commence à être plus amical. Je lui explique que j'ai une sœur qui travaille dans le vin à New York, qui serait peut-être intéressée par connaître son nom, son vin, son travail. On continue de parler, et puis moi, c'est vrai que je suis passionné de littérature italienne. Et puis lui, tout seul, en sachant que j'étais intéressé par la littérature, il commence à me parler de Dante et le fait qu'il connaît tout Dante par cœur. Et je dis, moi aussi, j'aime beaucoup la Divine Comédie, c'est un de mes livres préférés. Moi, entre l'enfer, le purgatoire et le paradis, c'est le paradis qui me plaît le plus. C'est l'histoire du cosmos, des planètes, de chacun qui est toujours au bon endroit, partout où il est, sur n'importe quelle planète, peu importe la joie différente qu'il peut s'y trouver. Je lui dis, s'il te plaît, raconte-moi un morceau du paradis. Et il me répond, moi, je connais seulement l'enfer. Lasciate ogni speranza voi qui entrate qui, ce qui veut dire laissez derrière vous toute espérance, vous qui entrez ici. Et en fait, c'est ce qui a marqué sur les portes de l'enfer. Quand on est dédié à ressentir l'extase, vouloir l'euphorie et la joie, on a tendance à ne pas voir les choses vraiment comme elles sont. On oublie le contenu pour regarder juste la forme. Donc moi, je me rendais compte à ce moment-là juste du fait que j'avais un vigneron en plus de vin nature, donc c'est mon vin préféré, qui me sert à boire gratuitement, qui me cite Dante par cœur. Je vois pas le contenu du tout de ce qu'il me cite. Je suis en dehors de moi-même avec joie. Je pense qu'on parle pendant 1 heure en tout. Et il me propose le fait que je peux venir quand je veux chez lui pour avoir un appartamento tutto tuo, un appartement tout à moi, sur son domaine, à son vignoble, au nord-est de Venise, que je peux rester plusieurs jours, même 1 semaine si je le souhaite. Ensuite, on part dehors fumer une cigarette, je prends des photos de lui avec mon appareil argentique, et moi je continue mon chemin parce que ce n'était pas du tout obligatoire pour moi de profiter de son offre de logement parce que j'avais un hébergement le soir même par le biais de Couchsurfing. Moi, je continue ma visite solitaire de Venise. Je me retrouve sur une grande place vers l'heure de l'apéro, quelques heures plus tard. Et là, je reçois un appel du couchsurfer qui m'annonce qu'au final, ça ne sera absolument pas possible d'être logé chez lui. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout demandé à ses parents l'autorisation de recevoir des étrangers, des couchsurfers chez lui. Tout mon projet de couchage tombe à l'eau. Et j'ai plus rien, et surtout, j'ai pas beaucoup d'argent. Moi, qui, ce jour-là, j'avais tellement l'impression d'avoir du bol, d'avoir beaucoup de chance, que du coup, je rappelle le vigneron, Antonio, pour savoir si ça serait possible, le jour même, de venir m'installer dans l'appartement sur son domaine. Il décroche tout de suite, il est vraiment un peu speed. Il se rappelle de moi, mais je dois quand même donner quelques détails pour qu'il se rappelle vraiment de moi. Et il dit « Ah oui, c'est possible, on peut faire ça, mais il faut venir tout de suite là-bas, une gare qui est pas tout à fait à Venise, de l'autre côté du pont. Il faut venir maintenant, parce que moi, je rentre chez moi dans 20 minutes. » Donc moi, c'était l'immense speed. Je prends toutes mes affaires parce que je me dis, si je fais pas ça, j'aurai pas un endroit pour dormir ce soir. Il faut absolument que j'y aille. C'est mon destin qui m'attend. Et donc là, je cours à la gare.
Et je cherche sa voiture et là, je vois qu'il a un camion utilitaire blanc, qu'il est toujours avec le vendeur de vin au sac isotherme plein de bouteilles. Je suis content de le retrouver, je suis content de l'aventure qui m'attend. Et là, il m'ouvre les deux portes à l'arrière de la camionnette. Il me prend par mon gros sac à dos de voyage et il fait semblant de me jeter dans l'arrière de la camionnette, quoi, de me jeter dans le coffre. Et ensuite, il s'éclate de rire. Donc, je le prends pas mal. Je trouve ça un peu étrange comme façon de m'accueillir. Ensuite, quand je pose mon sac à dos dans la camionnette, je vois qu'à l'arrière, il y a des choses quand même un peu étranges. Il y a une tronçonneuse, il y a des cordes, il y a plein de cordes, des types de ficelles, une hache, des choses normales qui sont utiles pour couper du bois, par exemple. Mais ça m'a quand même fait un tout petit peu peur, surtout qu'il venait de feinter de me jeter à l'arrière de sa camionnette. Donc, je pose mon sac, on ferme le coffre, et là, on embarque tous les trois à l'avant, moi à droite, Antonio à gauche et le vendeur de vin au milieu. Donc, le trajet commence. Là, je me rends compte que non seulement il est extrêmement bourré, mais sans doute un peu drogué, parce qu'il conduit comme un taré absolu, à quelques centimètres à chaque fois de toute bagnole. Il esquive tout le monde. Très vite, il fait nuit. Je vois pas du tout où on est. Je sais pas ce qu'on fait, etc. Et il raconte aussi n'importe quoi en conduisant. Il y a le vendeur de vin, donc, qui a l'air d'avoir peur. Le vendeur de vin, il n'arrête pas de dire calme, calme, con calme, Antonio, avec du calme, tranquille, allez, on n'est pas pressé. Antonio l'écoute pas du tout et au bout d'un certain temps, un peu stressé évidemment, on arrive dans un restaurant assez atypique au milieu de la campagne, mais très 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 moderne comme les choses sont parfois en Italie. Et il dit bon, je dois juste dire bonjour au patron. Là, le propriétaire qui voit Antonio arriver, il va directement à la caisse et il sort un billet de 100 € et un billet de 50 €. Il sort 150 € et il les donne tout de suite à Antonio, sans dire mot. On commence à boire des coups encore. Et il y a un type qui arrive, qui connaît Antonio. C'est un Marocain très sympa qui vient me dire bonjour alors qu'il ne me connaît pas. Et ensuite, en disant bonjour à Antonio, Antonio lui prend les couilles et puis ensuite s'éclate de rire, comme si c'était une grosse blague. Mais genre, il les a pris agressivement, enfin avec violence. Ce type marocain, il l'a mal pris. On voit que le Marocain, il s'agace de plus en plus. Et au bout d'un moment, le Marocain fait pareil à Antonio. C'est-à-dire, il lui tape vite fait les couilles. Et là, Antonio prend ce mec et le met à terre. Très rapidement et très violemment. Il commence à lui donner des coups de pied dans le dos. Puis il lui prend par le cou et il dit « On ne touche pas Antonio. Non si tocca Antonio. » Je me rends compte que je suis dans une situation où je n'ai plus envie d'être, que je ne sais pas non plus comment m'extraire de cette situation. Et surtout, je ne me sens pas du tout de dire à cette personne, Antonio, que au final, non, je vais pas venir dans ton appartement réservé pour moi parce que je te trouve hyper louche. Et j'arrive pas à poser la question au Marocain, mais je le pose un peu plus tard au vendeur de vin, en italien normal pour le coup. Est-ce que je dois avoir peur ? Et le vendeur de vin, il me regarde et il dit « Oh non, ça c'est juste Antonio, il est comme ça, parfois il boit trop. » Et donc voilà, on continue le trajet ensemble, le vendeur de vin, Antonio et moi, dans la camionnette. C'est la même conduite, même pire qu'avant. Il va être à 2 centimètres d'un gros camion polonais en train d'insulter les Polonais, de parler de l'immigration, en disant qu'il faut foutre tous ces gens dehors, les sales Polonais, etc. Puis il va le doubler, puis le vendeur de vin qui essaie de le calmer, qui essaie de dire « Antonio, s'il te plaît, juste tranquillo. » Et là, on continue, je pense, encore pendant 40 km, comme ça, dans la camionnette. On sort de l'autoroute et peut-être 5 minutes après, on arrive encore un lieu étonnant, un bar vraiment au milieu des champs,
mais avec une bonne fréquentation. Et quand on rentre dedans, je me rends compte qu'il n'y a que des femmes de l'Est qui y travaillent. Et Antonio, il me prend tout de suite, il me demande même pas, il me prend tout de suite une bière que je bois avec plaisir pour essayer de me détendre. Il me demande si j'ai pas envie de passer du temps avec telle ou telle femme de l'Est. Et je dis non, non, ça va. J'ai refusé sans refuser en disant à quel point elle était belle. J'étais dans une espèce de neutralité comme ça, incessante. Je ne laissais rien entrevoir de ma personne. Moi qui aime plutôt des hommes, je savais que ça, c'était pas du tout une posture bienvenue. Puis, je ne sais pas si lui, il a envie que voilà, que j'aille quelque part avec cette femme ou quoi. Donc, j'essaie juste de dire, voilà, oui, oui, elle est très belle, et puis on continue notre chemin. Et c'est ce qu'on fait. Donc, après ma bière, on repart, on rentre dans la camionnette, cette fois-ci, sans le vendeur de vin. Le vendeur de vin, il a repris sa voiture à cet endroit-là. On est vraiment pas loin à ce moment-là de chez Antonio. 5 minutes, même pas, on arrive au milieu des champs. Moi, j'avais imaginé un truc extrêmement bucolique. La première chose que je vois, c'est que c'est un domaine qui est entièrement entouré de barbelés, qu'il y a un grillage automatique qui s'ouvre et qu'on passe à travers ce grillage et ce barbelé dans un domaine assez épars. Moi qui m'attendais à voir un appartement entier parce que c'est comme ça qu'il me l'avait vendu plus tôt dans la journée. Au final, il m'annonce que j'aurai qu'une petite chambre. Nous, on va pas du tout à la maison, ce que j'espérais parce que j'avais pas mangé du tout. On va en fait directement à la cave, au chai, où il y a une Mercedes qui nous attend. Dedans, il y a le frère d'Antonio qui a la peau plus blanche que blanche, une peau de fantôme, et qui sort de son Mercedes avec des jumelles autour du cou. Et tous les trois, on va vers le chai. À ce moment-là, Antonio, il commence à me raconter n'importe quoi. Je comprends peut-être 50% à ce moment-là de ce qu'il me dit. Après, je comprends très très bien une chose, c'est qu'à un moment donné, il me prend par le cou, ses deux mains autour de mon cou, pour me dire que la même chose qu'il a dit aux Marocains auparavant, c'est-à-dire «Non si toca, Antonio». On ne touche pas, Antonio. Et moi, j'acquiesçais en disant oui, 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 je comprends, non si tocca, Antonio. Oui, 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 assolutamente, non c'è problema, il n'y a pas de problème. Il fallait que j'acquiesce complètement à tout, que je sois là et que je hoche de la tête tout le temps, que je feins m'intéresser à tout ce qu'il dit, et surtout que je lui accorde beaucoup, beaucoup d'importance dans ce que je dis et comment je réagis à toutes les situations. Après, on s'installe dans le chai. Le frère d'Antonio, il n'arrête pas de sortir, d'aller devant le chai et de regarder la route avec les jumelles. Je trouve ça extrêmement étrange. Je comprends pas s'ils attendent des gens, s'ils sont parano, si on est dans une situation dangereuse. Moi, j'essaie de vraiment modérer combien je bois parce que je sais pas à quel moment je pourrais prendre la fuite, si je pourrais prendre la fuite, mais en tout cas, je l'envisage. Et eux, avec son frère, Antonio et son frère, partent tout le temps de l'autre côté, dans une pièce pour prendre des rails de coke. Ils m'invitent pas parce que j'aurais voulu participer, mais c'est juste bizarre parce que on est tous les trois et ils partent dans une pièce à côté pour prendre de la drogue et ensuite ils reviennent dans l'autre pièce. Donc dans cette pièce, il faut savoir qu'il y a une très grande affiche, une très grande photo d'Antonio avec c'est pas un pistolet, c'est un gros fusil. Et il est habillé tout de camouflage et il dit ah oui, ça c'est mon temps ça date de mon temps dans l'armée. Et là, il prend le Manitou et commence à faire un peu le fou en conduisant un peu partout à haute vitesse pour un Manitou. Tout d'un coup, il vient vers moi sur le Manitou, il me charge. Je saute un peu sur le côté, puis lui, il rigole. Du coup, moi, je rigole aussi pour faire semblant que je trouve ça absolument très, très drôle et pas que j'ai eu très, très peur. Et après tout ça, après peut-être 3 heures à la cave, on va enfin à la maison. On marche entre la cave et la maison et entre les deux, il appelle 2 chiens. Je comprends à son sifflement qu'il appelle des animaux. Mais les animaux, ils s'agitent et dans le noir, je les vois pas du tout. Je sais juste qu'ils sont sur une espèce d'enclos que je soupçonne, que je devine, en me disant que s'il les laissait sortir, il pourrait tuer.
Et je lui ai dit, bah d'accord, il n'y a pas de problème. Il se vante évidemment de toute sa maison, de toutes ces choses qui sont à lui, de tous ces terrains partout autour qui sont également à lui. Et là, sur le mur, à côté de la cuisine, il allume un très grand écran plat. Je vois une douzaine de caméras de surveillance de partout sur la propriété. Donc on voit la cave où on était, on voit la maison, on voit le grillage d'entrée, on voit absolument tout. Et il commence à me montrer autre chose, dont un truc affiché, encadré sur le mur qui dit Légion d'honneur de Naples, je ne sais pas quoi. Donc bon, moi qui pensais éventuellement qu'il y avait des liens pas très clairs avec certaines organisations napolitaines, bah là c'était encore un peu plus clair. Malgré tout, je cherche à rentrer en contact authentique avec lui. Je regarde au-dessus de l'îlot central de la cuisine et je vois un petit rayonnage avec plein de miel. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse et ça, c'est un sujet qu'on a tous les deux. Donc, je lui dis, ah, mais c'est ton miel? Parce que bon, il y avait quand même une vingtaine de pots. Oui, 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 c'est mon miel. On a les abeilles devant. Et donc, au lieu de parler des homosexuels, des migrants ou des femmes en mal, là, je pouvais vraiment parler de quelque chose qui, de toute évidence, l'intéressait aussi. Et il me dit, bah tiens, viens. Et là, il me prend par le bras et il m'emmène dehors, en me prenant quand même par le bras de façon assez autoritaire. Et là, il me dit, mets ta tête. Je comprends pas bien. Mets ta tête contre la ruche. Et donc, je mets mon oreille contre la ruche. Je me suis dit, bah, ça y est, il a arrêté d'être violent. Là, on va partir dans le mysticisme des abeilles. On va écouter le bruit que font les abeilles la nuit. Enfin, je me suis dit, il y avait toujours de la place pour que la situation se retourne, pour que tout d'un coup, ça commence à aller bien. Et là, j'écoutais avec plaisir le bruit des abeilles. Et à ce moment-là, Antonio, il prend son poing et il fait bam sur la ruche. Et là, les abeilles commencent à s'agiter énormément. Il reprend son poing et fait bam plus fort. J'aurais pu me dégager, mais il me tient l'épaule et je sais que lui, il continue de m'inciter aussi avec des mots. Il continue de me dire ascolta, ascolta, c'est-à-dire écoute, écoute. Ce que je fais, et là, une troisième fois, il reprend le poing et là, le plus fort que jamais, bam sur la ruche. Et là, tout de suite, il me laisse pas écouter longtemps. Il me prend par l'épaule, la main vraiment dans le creux de l'aisselle, quoi. Et il me prend le bras et il m'emmène vers la maison. Et il dit Dobbiamo andare, la notte pizzicano. Ce qui veut dire il faut qu'on y aille, la nuit, elle pique. J'aurais pu m'extraire de la situation physiquement quand il m'oblige à avoir l'oreille contre la ruche. J'aurais pu m'en extraire. Sa force physique sur mon épaule n'était pas telle que je ne pouvais pas me défaire de sa main. Par contre, psychologiquement, quand on se met en tête comme ça d'être comédien quelque part. En fait, j'avais décidé d'être comédien à ce moment-là. Et donc, pour moi, le but, c'est de plaire à cet homme. En tout cas, de n'attirer aucune rage, aucun énervement, aucun truc qui va contre lui, ses désirs et lui, ce qu'il fait. Juste par pouvoir psychologique, les gens nous tiennent en haleine, quoi. Ils nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire, comme maintenir sa tête contre une ruche la nuit en Italie, dans un endroit où tu te sens emprisonné, pour écouter les abeilles s'énerver. Et là, quand on rentre à la maison, il commence à me montrer tout ce qui se trouve sur le mur de son salon, ce qui est un bordel de toutes sortes de cadres, un gros mélange de toutes sortes de choses. Et là, tout d'un coup, je regarde et je vois que c'est pas du tout sa main qui me montre les œuvres d'art, c'est une flingue, c'est un pistolet qu'il a dans la main et qu'il utilise pour me pointer tous les tableaux sur le mur. Et là, j'ose dire un truc. Là, j'arrête mon jeu de comédien et je dis « Arrête, t'as pas besoin d'avoir cette arme à la main ». Et là, justement, au milieu d'un jeu où je lui fais des compliments, où j'acquiesce à tout ce qu'il veut, à tout ce qu'il dit. Et donc là, bon, il le fait quand même, il range le pistolet. On commence à discuter un peu, mais déjà, il doit être 4 heures du matin. Et il me dit bon, alors, je vais te montrer ta chambre. Mais alors, les enfants se réveillent
à 6h. Ils doivent partir à 6h30. Bon, ce qui serait bien, ça serait que toi, tu te réveilles à 5h30 et que tu fasses des crêpes. Et que tu fasses des crêpes à la française. Ça serait vraiment bien. Ma femme, elle serait contente. Mes enfants seraient contents et moi aussi. Je serais vraiment, vraiment content si tu faisais ça pour moi. Là, je comprends pas bien parce qu'il est 4h du matin et il me propose de me réveiller dans 1h30 pour faire des crêpes à la française parce qu'il sait que j'habite en France. Moi, je fais jamais de crêpes. Mais en fait, Antonio, moi, je dors beaucoup et souvent, j'entends pas mon réveil. Donc, si tu veux que je fasse des crêpes, je les fais avec plaisir. Mais juste réveille-moi, comme ça, je suis sûr de pouvoir assurer ma fonction en tant que cuisinier de crêpes à la française. Oui, oui, d'accord, mais vraiment, ça serait bien. Vraiment, ça serait bien que tu fasses ça pour ma femme et pour mes enfants. Bon, on monte à l'étage, il me montre ma chambre. Là, il ferme la porte. Je m'allonge dans le lit et je commence à écrire des textos. J'écris un message à mon compagnon, à ma meilleure amie, et je leur donne le nom du bled, le nom du vigneron, le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, et puis je dis, voilà, si jamais. Je dis pas, voilà, je vais mourir ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'explique où je suis, et ça, c'était nécessaire pour moi, parce que moi, je ne savais pas du tout la suite, où ça allait aller, tout ça. Je veux être sûr que quelqu'un sait où j'étais la dernière fois que j'ai utilisé mon téléphone, ou ce genre de choses, si jamais quelque chose m'arrive. J'ai envie d'appeler les flics, mais en fait, je me le sens pas du tout parce que je sais que les interactions avec la police et des gens de ce type-là peuvent être assez floues. Juste, je dors avec le numéro européen de la police sur le portable, dans la main droite, et dans la main gauche, une paire de lunettes de soleil pour pouvoir les casser et avoir quelque chose d'un peu aiguisé pour pouvoir me défendre si jamais il y a un problème. Et là, je dors pas. Emprisonné comme ça dans une maison où j'avais pas envie d'être, dans un pays où je connaissais personne. J'entends les enfants se lever, j'entends la femme se lever. Je vois bien qu'Antonio, il vient pas me chercher pour faire des crêpes, donc je me dis bon, je suis tranquille. Et je vois par la fenêtre que Antonio, il se remet dans sa camionnette et qu'il s'en va. Je le vois partir et je dis enfin, c'est ma chance. Donc, je prends le sac à dos de la chambre, je descends les escaliers, je m'apprête à sortir de la maison. Et là, je vois les 2 bergers allemands qui, en fait, tournent incessamment autour de la maison, sans jamais s'arrêter. Je les vois à travers la baie vitrée, hop, un, et puis le deuxième. J'ai jamais vu ça de la vie, des chiens comme ça, juste qui tournent. Je me dis, eh ben, merde, je peux pas partir. Là, j'entends du bruit en haut, dans la maison, et je me dis, ah ben merde, en plus, je suis pas tout seul. C'est une très belle femme, en robe de chambre, très tranquille, et qui me propose un café. Elle me pose une question qui me surprend, et elle me dit, il était comment, mon mari, hier soir? Un peu bourré. Je pense que je dis ça pour... bon, c'est assez neutre. Elle, à ce moment-là, elle me dit... qu'elle trouve qu'il sort beaucoup trop, qu'il est jamais là pour les enfants, qu'il est jamais là pour elle, qu'elle sait pas quoi faire, elle s'ouvre complètement à moi, mais j'ose vraiment pas en dire plus. Je sais pas si c'est un piège, je ne sais pas si elle veut réellement que je lui dise quelque chose, je sais pas. Et ensuite, elle dit bon, je vais partir faire des courses. Et à ce moment-là, je lui dis bah tiens, en fait, j'ai un imprévu. Il faut vraiment que j'aille à Bologne. Il y a une fille là-bas qu'il faut que je voie. Est-ce que tu peux me déposer à la gare? Et elle me dit oui, mais tu veux pas dire au revoir à Antonio? Et je dis ah bah il y a pas de problème, je lui écrirai un mot. Et ça y est, c'est la fin. C'est la fin du calvaire, c'est la victoire. Et là, on prend la route, on discute un petit peu. Et là, tout d'un coup, elle se met au bord de la route. Je pensais pour aller chercher des clopes ou je ne sais pas quoi. Et là, elle dit regarde, c'est la camionnette d'Antonio. Tu pourras aller avec lui à la gare. Et là, c'est l'immense déception. C'est la victoire qui se transforme en retour au cauchemar. Donc là, je sors de la voiture, c'est à ce fameux bar avec toutes les femmes de l'Est qui y travaillent. Il me dit ah, t'es allé à la gare?
Et je lui dis oui, en fait, il y a une. Là, j'ai été grossier, en fait, c'est pour jouer à son jeu. Et donc, j'ai dit ouais, il y a une fille qui veut absolument me voir à Bologne. Ça sous-entend qu'il veut coucher avec moi à Bologne. Il faut absolument que j'y aille parce que ça, c'est un langage qu'il peut comprendre. Donc, il dit bon, écoute, je t'emmène à la gare, mais avant, il faut passer à la maison parce que j'ai un ami qui vient chercher un peu de vin. Donc, moi qui avais l'impression d'enfin m'échapper, on va dans la camionnette, je prends mon sac à dos, je le remets dans cette camionnette blanche, on retourne à la maison, le barbelé, le grillage, on va directement au chez, et là, il y a un avocat de Naples, et j'attends juste de partir, mais là, Antonio, c'est un autre esprit qu'il a. On voit qu'il est frais, qu'il est plus sobre. Donc après cette rencontre avec l'avocat, on repart. Et là, en allant à la gare, hop, il faut qu'on arrête encore à un endroit. Et là, c'est pour chercher son fils, le fils d'Antonio, qui monte dans la voiture et qui est très jeune, très charmant, qui fait des études de vin, qui suit a priori dans la lignée de son père. Mais voilà, juste on l'embarque et il me dit allez, maintenant on va à la gare. Et donc, on arrive à la gare. Il vient avec moi pour prendre le billet. Donc, on prend le billet, je monte dans le train et je m'en vais. Et je suis libre. Je mets une musique soyeuse, un morceau de musique classique, et je m'effondre complètement en larmes. Le jeu, en fait, le jeu de comédien que j'avais eu pendant plus de 24 heures, voilà, je pouvais enfin relâcher tout, je pouvais enfin être moi-même, je pouvais enfin regarder en face la peur énorme que j'avais et pas faire semblant de passer un bon moment et d'être le meilleur ami de cette personne. Laissez derrière vous toute espérance que vous avez. C'est quand même énorme. Et que moi, en face, je regarde ça et que je sois enrobé par l'idée que c'est une personne qui connaît Dante, etc. C'est profondément pas regarder la réalité en face. C'est profondément oublier ce que les gens te racontent et juste le fait qu'en fait, des gens te racontent. Ce voyage-là, c'est un voyage où j'ai appris à ne plus faire confiance au monde. C'est un voyage où j'ai appris à ne pas être la personne euphorique, très, très, très aventurière que j'étais. Je voyage plus tout à fait pareil. Je vais voyager plus maintenant avec des gens, moins tout seul. Puis bon, pendant un long moment après, j'ai plus fait de couchsurfing du tout. Mais voilà, des voyages où j'avais un peu plus prévu mon truc, où soit j'emmenais la tente, ou soit j'avais des Airbnb, des trucs plus tranquilles. Je me donnais jusqu'alors au monde de façon complètement désintéressée et avec énormément d'abandon. En fait, c'est ce voyage-là qui m'a enlevé ça, à jamais, je crois. Au bout de 3 ans, je décide de retenter l'aventure du couchsurfing. Et donc, je le refais une fois au mois de juillet en Bourgogne et puis une deuxième fois dans le Montana au mois d'août. Je vais au Montana depuis que j'ai 2 ans, tous les étés, avec la famille. Mais on va toujours au même endroit. C'est un endroit qui est juste à côté de Yellowstone, au sud du Montana. Et il y a un autre parc énorme dans le Montana qui s'appelle le parc des Glaciers. Et cette année, enfin, je me décide à prendre un peu plus de temps dans cet état pour explorer ce parc qui me fascine depuis longtemps. Et en plus, j'avais trouvé une annonce extrêmement séduisante, pile à la frontière de ce parc naturel. Il y avait un homestead, c'est-à-dire une cabane de pionniers qui datait de 1917, et ce qui est pour les États-Unis très vieux. Il n'y avait pas d'électricité, tout était fait au feu de bois, il y avait de l'eau chaude grâce aux panneaux solaires, une galerie d'art, du maraîchage en permaculture. C'était fantasmagorique comme endroit. Enfin, je rêvais de cet endroit, ça me paraissait trop, trop, trop bien pour être vrai. Même le soir avant d'y aller, je suis avec des amis à Bozeman. C'est une ville assez hipster du Montana. Et on est avec des amis et
En fait, je leur raconte brièvement l'histoire de l'Italie. Je dis: «Ah ouais, mais en fait, le couchsurfing, c'est trop bien. Là, regarde, demain, je m'en vais à cet endroit où on va boire que de l'eau de source qui vient directement des glaciers». J'étais reparti dans un délire euphorique total. Pour aller dans ce homestead, il faut savoir que la destination finale est à 12 kilomètres de la frontière canadienne. Et sur le trajet, on s'arrête dans une autre maison de ces couchsurfers où en fait, ils me donnent des indications pour aller chez le beau-père de la fille. C'était un couple, un garçon et une fille, et c'était pour aller chez le beau-père de la fille, en fait. Donc, bon, le profile Couchsurfing, c'était pas la personne chez qui on allait, donc bon, je savais pas à quoi m'attendre, mais je faisais confiance. Et donc là, ils me font un plan où ils m'expliquent comment il faut faire en parlant de tel arbre, de telle boîte aux lettres, de telle bifurcation, etc. Parce que comme il n'y a pas de réseau du tout, ben, on doit être juste avec des indications claires et précises sur papier. Il me dit, bon, il aime bien là-bas, il aime bien, comme il est loin de tout, il aime bien qu'on lui apporte de la bière et de la viande. Donc je me suis arrêté au supermarché pour acheter de la bière et de la viande. Et là, avec mon ami, on fonce vers le nord. C'est le crépuscule. On a peur d'arriver à temps pour vraiment pouvoir voir où on va, surtout avec une carte écrite à la main et il faut repérer telle boîte aux lettres. Très vite, on se retrouve sur une route en terre pendant au moins 1 heure et quart. Tiens, on passe le petit hameau là, on continue. Là, il y a la boîte aux lettres rouge sur la gauche, donc on prend cette route-là. Là, c'est plein de petits conifères. Première bifurcation à gauche, deuxième bifurcation à droite. Là, on voit un panneau qui dit Homestead Art Studios, donc qui annonce l'existence de cette galerie d'art. On arrive devant une maison qui n'est pas tout à fait une maison, qui est un peu entre deux, qui est vraiment pas du tout ce que j'imaginais comme endroit. C'est même assez glauque. Et la personne qui nous accueille, Ted, il ouvre la porte et bon, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas de dents, ce qui n'est pas grave du tout, mais c'est en tout cas surprenant. Et surtout, les odeurs de sa résidence sont absolument surprenantes. C'est-à-dire, on est vraiment dans les odeurs humaines, un endroit qui n'a jamais... Il n'y a pas d'aspirateur, évidemment, mais il y a de la moquette. Donc, bon, il y a tout qui s'incruste, des chiens, des chats, de cuisine qui sont vraiment d'huile, etc., qui sont dans les murs, etc. Et Ted nous reçoit et c'est vraiment très, très bizarre parce qu'il regarde la télé qu'il utilise avec un générateur de propane alors qu'il nous reçoit pour la première fois. Et lui, il regarde la télé, il dit « Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, emmener la bouffe dedans parce que c'est vrai que la nourriture dans les voitures, c'est pas bon avec les ours. » Et même dans sa façon de parler et tout, c'est pas du tout la voix rauque de quelqu'un de dangereux. C'est oh well, you can yeah, so I made some potatoes. C'est un truc qui pourrait être aussi touchant que ça peut être inquiétant. C'est quelqu'un d'étrange, quoi, au niveau de son comportement, de tout. C'est pas du tout juste le fait qu'il a pas de dents, c'est vraiment les odeurs, la façon de parler, Et Ted nous dit, bon, vous n'allez pas dormir là, je vais vous montrer où vous allez dormir. On s'en va, lui à pied et nous en voiture. On le suit et il nous emmène à 3 minutes en voiture de là, un camping-car sédentaire. Bon, je vois que la porte du camping-car est recouverte d'une planche de bois. Donc je me dis, bon, tiens, c'est un vieux camping-car voilà, qui était un peu retapé n'importe comment. Et là, on ouvre la porte et je vois une forme très étrange dans la porte. On voit tout le polystyrène d'isolation de l'intérieur de la porte. Et en fait, Ted, il voit que je regarde voilà, de façon un peu inquisitive cette porte. Et là, il dit, ah ouais, Grizzly. Et là, en fait, la suite de l'histoire était encore plus horrible est encore plus horrible que ce qu'il raconte sur le fait que c'est un grizzly, parce qu'ensuite il dit oui, il y avait une femme qui était là, bon, elle était enceinte, puis elle a fait une fausse couche. Elle a mis du sang partout. Donc ouais, le grizzly, il l'a senti, il est rentré. Ma fille, elle l'a découverte là. C'est le chien qui l'a découvert, heureusement, parce que du coup, ma fille, le grizzly s'est enfui. Ah oui, la fille, elle était à l'hôpital. Ouais, il n'y avait pas de problème. Non, elle n'est pas morte, non, mais elle était à l'hôpital. Et puis il continue comme ça. En fait, j'entends quelques mots, c'est-à-dire Grizzly défoncer la porte. Et bon, le truc extrêmement glauque aussi, en général, pas trop d'odeur, mais je veux dire la moquette par terre.
avec des taches de sang. Ça, c'est quand même horrible. Matelas, sans drap, et des vieilles couvertures de laine qu'il faut mettre dessus. Et surtout, mon ami vient d'avoir ses règles ce jour-là. Donc, moi qui flippe, mon ami qui flippe, moi qui flippe à la fois pour la situation, mais aussi parce que j'ai l'impression d'avoir mis mon ami en danger. Donc, je ne dors pas de la nuit. Je dors avec tous mes vêtements parce qu'il n'y a pas de chauffage et il fait très, 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 très froid. Je dors avec une canette de Bear Spray. C'est une sorte de spray au piment de Cayenne extra fort qui s'envoie à 10 mètres. Et il n'y avait pas de réseau cellulaire, donc pas de réseau de portable. Donc, c'est-à-dire que on n'est jamais aussi seul qu'à ce moment-là. Quelque part, j'aime bien cet inconfort parce qu'on est vivant dans cet inconfort-là. Je regarde par la fenêtre à peu près à 3h30 du matin et je vois plein de formes obscures dans le champ devant le camping-car. Et je me dis, ça y est, c'est des grizzlies qui sont là, qui sont en train de camper devant. C'est sûr, mais je ne veux pas attirer l'attention, je vais me recoucher. Jusqu'au petit matin où je me rends compte que c'était pas du tout... ce ne sont pas du tout des grizzlies, ce sont juste des masses d'herbes particulièrement plus foncées à certains endroits. Je suis pas du tout bien dans les conditions d'accueil, c'est-à-dire on m'avait promis de la permaculture et il y en a pas. On m'avait promis une galerie d'art et il y en a pas. Tout est en train d'être construit et en plus on me demande de travailler en échange de mon logement qui est pas du tout adaptable à du repos tranquille. Le premier matin, il me demande de bouger des troncs de bois longs de 3 mètres et de les entasser tout seul parce que mon ami se sentait pas de le faire. Je fracasse mon dos ce faisant. Peut-être pendant ce temps, il est parti en ville. En fait, il est parti à 1h30 de là pour aller chercher des DVD pour pouvoir mettre sur sa télé à générateur de propane. Et j'étais un peu rognon, surtout que on est au milieu du bois, on connaît personne, il y a personne autour, il n'y a pas de réseau, et on sait qu'il y a des ours. Mis à part ça, je commençais à me sentir de plus en plus à l'aise, surtout au niveau du couchage. Et ce jour-là, on part dans le parc naturel et mon amie ne se sent pas non plus de faire une randonnée dans laquelle elle reste au bord du lac. Et moi, je fais une randonnée tout seul. Je croise 2 jeunes sur la route, on discute un peu des baies qui sont comestibles et je continue la route. Et là, tout d'un coup, je croise un couple qui a l'air un peu... pas tout à fait bien, mais ils me disent rien. Donc, je continue un peu et je recroise les 2 jeunes que j'avais vus avant qui me disent bear, 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 ce qui veut dire ours, 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 ours. Et là, je vois un truc déferler un peu plus loin et je me dis, putain, c'est pas bien du tout. Et j'ai dit aux 2 filles, vous avez du bear spray? Elles disent oui, oui, oui. Et je dis, bah tiens, on va faire du bruit, on va y aller et ça va aller. Tout est allé bien, on était quand même sur les dents de savoir est-ce que l'ours allait nous suivre, est-ce que l'ours était intéressé, est-ce qu'on allait recroiser un ours, parce que c'était évidemment un bébé ours, donc ça rassure pas du tout, parce que tu vois le bébé, tu te demandes où est maman. Et donc, après m'être baladé, on s'arrête à une boulangerie juste en bordure de parc. Je prends une bière et là, j'écris à mon copain, j'écris une lettre. C'est pas une lettre d'adieu, mais c'est une lettre où, encore une fois, je me dis, bah tiens, si jamais quelque chose m'arrive, j'aimerais bien que quelqu'un ait un dernier mot de ma part. Mais je dis assez pour faire comprendre que c'est glauque, que c'est un peu fou, ce qui arrive et que j'ai envie de m'extraire de la situation, mais je sais pas trop comment parce que j'ai pas de solution de repli et que on est dédié à passer encore une nuit dans cet endroit. Et ça, c'est à la 2e nuit. Et au final, on passe 4 nuits dans cet endroit. Et à chaque nuit, la peur se dissipe de plus en plus. Je finis par cuisiner un grand repas mexicain pour tout le monde, dont la fille et son copain. Et en fait, je commence à avoir beaucoup d'empathie pour cette personne Ted qui, au final, est paumée au milieu de nulle part dans le Montana, qui aime beaucoup des choses un peu, on va dire, alternatives pour ce milieu-là, c'est-à-dire de l'art, des films à réessayer, des trucs comme ça, et
qui est assoiffé de toute évidence de rencontres, voilà, de personnes lointaines. Et je me dis, bah tiens, c'est pour ça que le couchsurfing est merveilleux. Et c'est vrai, moi et mon ami sont devenus amis avec Ted, vraiment authentiquement, sincèrement. Surtout qu'au début, je l'aimais pas du tout. Et malgré ça, je suis venu à le trouver touchant, à le trouver très sympa, très nuancé par rapport à d'autres personnes que j'ai pu croiser dans ce même endroit, dont la femme de Ted, par exemple, qui était pas du tout ouverte, pas du tout sympa. J'offre une bière de microbrasserie à la femme de Ted que je ne rencontre que le dernier soir où je suis sur le homestead. Et là, elle me répond, elle me dit I don't drink that stuff. Mais avec vraiment le fait derrière qu'elle ne boit pas ces bières-là parce que elles sont chères. Genre, elle boit juste le premier prix par principe, parce que voilà, ça la dégoûte l'idée de boire un truc cher, alors que moi, je voulais juste emmener de la bière locale. Je pensais que ça allait leur faire plaisir. Et donc, d'elle, bon, Ted, très ouvert, voilà, à plein de personnes, plein de perspectives différentes. Sa femme, pas du tout. D'autres personnes, pas du tout. Donc, bon, il était plutôt touchant dans ce milieu. Il était plutôt le farfelu, le fou, qui en fait détient une vérité. J'ai plus peur du tout. J'ai plus peur des grizzlies. J'ai l'impression d'avoir traversé quelque chose et de l'avoir surmonté. Je suis très content de ne pas avoir fui dès la première petite peur. Et là, en partant, le dernier jour, on va voir enfin le homestead. Et le homestead, voilà, c'était le nom pour une cabane de pionniers. C'était stead, ça veut dire qui reste. Home, évidemment, c'est chez soi. Et c'est le chez-soi qui reste, c'est le chez-soi éternel. Le homestead, c'est un truc où on est vraiment loin de tout, de la civilisation, de la société, et on est quand même bien, on est chez soi. Et là, sur le mur, il y a un poème de la mère de Ted qui est complètement étonnant, qui est magnifique. Et donc, c'est un poème où elle regrette un peu cette cabane, ce lieu, même si c'est très sauvage au milieu de rien du tout, c'est chez elle. There's a rugged brown cabin with one log room, keeping lonely vigil in the forest's gloom. The cabin's timbers, when its people are there, glow with candles through the window's square. It knows when the light of the northern sun first colors the night and the brooklets run. All the bright day, as wild folk slip by, it watches the way and the pine trees sigh. It hears the ring of birds' sweet calls echoing through the green wooded halls. Still waiting alone when the sun sets aflame, it darkens with shadows, but no one came. Silvered by starlight's shining paint against the forest black, silent is the cabin's wait for the time when they come back. And now it sleeps in deepest snow, and my heart weeps for the cabin I know. Voilà, donc en français, juste quelques lignes, peut-être les derniers vers qui dit « Et maintenant, c'est la cabane, et maintenant ça dort dans la neige profonde, et mon cœur sanglote pour la cabane que je connais. » C'est une personnification de cette cabane qui attend les résidents. Et en fait, c'était assez drôle de voir ce poème dans ce lieu où personne ne vit. Et même moi, j'ai pas eu droit à cette cabane, ça m'aurait complètement rassuré. Et là, en partant, en disant au revoir, Ted, il nous remercie vraiment de cœur en disant mais vraiment merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment très important pour moi. Votre visite, ça m'a vraiment aidé à me resocialiser après la prison. Je suis un peu étonné, mais bon, je suis pas non plus quelqu'un qui pense que puisque quelqu'un a été en prison, ça les condamne à vie. Pas du tout, au contraire. Et donc j'étais juste curieux, donc je dis ah bon, et du coup, parce que j'étais très touché qu'ils me disent ça m'a aidé à me resocialiser. Du coup, j'ai dit ben en fait t'étais en prison pourquoi? Et donc il m'a pas donné de nom de crime, mais il m'a dit bon, il y a un certain temps, il y a une famille qui habitait là avec nous, avec 2 enfants. Moi j'ai décidé d'élever ces enfants comme moi j'ai élevé les miens.
Moi, j'ai pas posé plus de questions. On a continué à dire, on continue à dire nos au revoir. On monte dans la voiture et on s'en va. Et dans la voiture, je pense au fait que ce qu'il a dit par rapport aux enfants, je me dis, bon, peut-être il les embrassait sur la joue et les parents le prenaient mal, ou qu'il était un peu tactile, et que lui, voilà, un grand incompris qui aime le cinéma art et essai et l'art, etc., et qui se trouve au milieu de personnes qui s'intéressent qu'à la chasse, ça peut créer des tensions, et ces tensions-là peuvent s'articuler autour de poursuites criminelles ou accusations à tort, etc. Je ne sais pas du tout. Et là, sur le trajet, mon amie avec qui j'étais m'annonce qu'en fait, elle a vécu une histoire d'amour avec Ted alors que j'y étais et que j'ai rien vu. Et ensuite, je décide comme ça de faire quelques recherches moi-même le soir en arrivant dans la sécurité d'une maison sans ours tout autour et sans porte défoncée. Là, le journal me racontait tout autre chose de ce que j'avais vécu. Notre cher hôte, en fait, il risquait pas juste une année ou deux en prison pour ce qu'il avait fait. Il risquait 100 ans en prison pour avoir donné de l'alcool et de la drogue à des filles de 8 ans et de leur avoir montré de la pornographie et de les avoir pris en photo. Il a été relâché parce que sa fille a fait un témoignage apparemment très émouvant. Donc il est sorti au bout de, je pense, un an et demi ou 2 ans, parce qu'il s'est bien comporté en prison, et voilà. En fait, ils sont hyper laxistes dans le Montana avec ce genre de trucs. Et il a dit, lui, que ses filles en trouvaient elles-mêmes l'alcool, la drogue, la porno, etc. Bon, j'y crois pas trop, parce qu'en plus, à un moment donné, pour se défendre, il racontait à un journal qu'en fait, une de ses filles était hyper sexualisée à un très jeune âge. Et donc, dès qu'on dit ça, dès qu'on met ça sur le dos d'une petite fille de 8 ans, j'ai vraiment tendance à ne pas te croire du tout. Du tout. Mais n'empêche que le doute, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai douté. Parce que moi, j'avais vécu la grande peur, puis j'avais vécu de l'empathie, puis à la fin, j'avais vécu un revirement total de la situation, et je n'ai pas pu dormir après avoir lu ces articles de journaux sur cette personne chez qui j'étais resté, avec qui j'avais commencé une amitié, en fait. Mais ça me questionne aussi, parce que pourquoi est-ce que un crime empêcherait de l'amitié? Enfin, ça aussi, c'est un côté tordu là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir agi de telle façon et puis le regretter, puis je ne sais pas, se reconvertir après. Voilà. J'ai tendance à ne pas croire, surtout, je pense, les Américains, qui croient qu'une fois que quelqu'un a fait un truc de mal, ben, il est condamné à vie pour ça. Genre, la prison, est-ce que c'est la meilleure solution pour ces gens? Est-ce que c'est comme ça qu'on améliore les gens, et qu'on fait qu'ils récidivent pas? Enfin, ça, c'est vraiment des questions de société qui sont essentielles. Surtout cette histoire-là, les choses ne sont jamais noir et blanc. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec toutes ces histoires aussi. Donc, je continue de faire confiance, parce que je continue de penser que les humains, ils peuvent être bien et puis mauvais, et puis bien et puis mauvais, et puis on n'est pas bon ou mauvais. Ça n'existe pas. On est entre les deux. Et puis, ça dépend de ce qu'on fait surtout. C'est existentialiste comme propos, et c'est pas nouveau. Mais en tout cas, ce que j'ai appris. Enfin, on reste humain tous, et une personne qui fait un truc mal une seconde peut faire un truc hyper charitable dans la prochaine seconde. Donc ça m'apprend ça, c'est que je refuse de condamner les gens à jamais, je refuse de catégoriser les choses en noir et blanc, c'est plus possible pour moi. Cette histoire est assez révélatrice sur le fait que je crois en l'humanité, en fait. Donc, tout en sachant que je venais d'apprendre également que mon ami l'embrassait sans m'en parler, sans me dire rien du tout, alors qu'on était à côté, qu'on dormait dans le même lit, dans la même caravane, qu'on avait les mêmes peurs. Eh ben, on se demande franchement où est le rêve et où est la réalité. Et on se demande franchement pourquoi on fait confiance aux gens. Qu'est-ce que les gens nous racontent aussi?
C'était un épisode d'Élodie Font. La musique a été composée par David Stank et le mix réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, taguer Transfert, Slate.fr et faire pleuvoir sur iTunes des étoiles et des commentaires. Nous sommes aussi heureux, toujours, de recevoir vos mails à podcast@slate.fr, sur notre page Facebook, Slate France Podcast, et sur Instagram, @Chapulot. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/Slate.